911, quelle est votre urgence? Les secours avaient été appelés pour une personne blessée à la supérette Kankou. C'était un jeune homme travailleur. La plus grosse interrogation, c'était pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait lui faire ça à lui? C'est quoi ça? Je n'avais jamais vu, surtout en vidéo, un acte aussi cruel et sans pitié. On dirait qu'il observe sa proie. C'est brutal. C'est d'une brutalité absolue. Dayabi Kalidas Chaudhary, 37 ans, surnommé affectueusement DK, a récemment quitté l'Inde pour s'installer dans la petite ville de Dalton dans l'État de Géorgie. Il travaille dans la supérette populaire Kankou Express avec sa collègue Amanda Tyler. Je travaillais chez Kankou depuis 2 ans, quand DK est arrivé. Je m'occupais du rayon traiteur. Salut DK. Salut! Il venait derrière pour m'aider si j'avais besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit. S'il y avait du monde, je fonçais pour ouvrir l'autre caisse. On était une équipe. C'était probablement l'un de mes collègues préférés. DK ne travaille à la supérette que depuis quelques mois, mais il a rapidement pris ses marques. Les clients l'adoraient. Clairement, ils l'adoraient. Bonjour! Je pense que c'est pour ça qu'il y avait autant d'habitués. Les clients entraient, lui racontaient leur journée et ils repartaient plus heureux qu'en arrivant. Tout simplement grâce à DK. DK vient de prendre son poste de nuit, comme à son habitude. On avait beaucoup de passages dans cette supérette. On était ouvert 24 heures sur 24. À bientôt, travaille bien. Passe une bonne soirée. Monsieur, en quoi puis-je vous aider? « 911, quelle est votre urgence? Les secours avaient été appelés pour une personne blessée à la supérette Kankou, située sur Airport Road, à Dalton, dans l'État de Géorgie. Un client régulier de DK, Mark Rogers, est entré dans le magasin. Il avait l'habitude d'aller à l'avant du magasin et de saluer l'employé. Donc, ne le voyant pas, C'est louche. il s'est approché de la porte qui menait dans l'arrière-boutique où étaient préparés les repas. Il a vu que la porte était ouverte. Et il a aperçu les pieds de DK dans une énorme mare de sang. On y va. Il a donc appelé les urgences. Des adjoints du bureau du shérif du comté de Whitfield, ainsi que des agents du bureau d'enquête de l'État arrivent sur les lieux. Salut. Qu'est-ce qu'on a? La carte d'identité trouvée dans le portefeuille de la victime vient confirmer qu'il s'agit bien de DK. On a découvert que la victime était un Indien. Il n'était pas là depuis très longtemps. Il avait récemment quitté le New Jersey pour s'installer ici. On a tenté de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce qu'on avait des témoins sur les lieux? Merci. Bonjour, c'est vous qui avez appelé les secours? Ouais, c'est moi. Je suis entré et je n'ai pas trouvé DK. Alors je suis allé dans l'arrière-boutique. Ça n'a aucun sens. Les discussions avec les témoins m'ont appris qu'il était très apprécié par le client. C'était un jeune homme travailleur. Personne n'avait aucune raison de vouloir le tuer. D'accord, merci. L'une des premières choses que vous faites, c'est passer en revue les lieux, pour vous faire une idée de ce qui a pu se produire.
L'observation du corps nous a laissé penser qu'il y avait plusieurs plaies par arme blanche. C'était difficile à dire, mais étant donné la quantité de sang, le décès était consécutif à des blessures multiples. La victime s'était vidée de son sang et était morte sur les lieux. Lorsqu'une personne est poignardée ou frappée avec un objet, en raison des mouvements, le sang se retrouve projeté. On utilise le terme projection. Ça laisse des traces particulières sur le mur ou la scène de crime. Donc nous savions que c'était un crime violent et que la victime avait tenté de se défendre. Le décès ne peut pas avoir eu lieu plus d'une demi-heure avant l'appel au 911. Le lieutenant Chris Guay est appelé en renfort sur l'enquête. Ils m'ont demandé de venir pour passer en revue et télécharger les vidéos afin de pouvoir identifier un suspect. Lorsque je suis arrivé sur les lieux à l'extérieur du bâtiment, j'ai repéré des caméras sur ma gauche et sur ma droite. En entrant dans le magasin, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres caméras, notamment une en face de la caisse. Il y avait une caméra face à la porte et d'autres placées à différents endroits. Ma première pensée, ça a été « J'espère que la vidéosurveillance fonctionne et qu'on pourra récupérer les images dont on a besoin. » Pour visionner les vidéos, je devais pousser une porte qui menait dans l'arrière-boutique. La victime était là, allongée sur le sol, baignant dans son sang. C'était une scène de crime particulièrement violente. Pour continuer à travailler après avoir vu une telle scène, vous devez vous dire que votre travail est important pour identifier et localiser le suspect, afin qu'il réponde de ses actes. Alors, ça donne quoi? J'ai dénombré 7 caméras. Oui, 7 caméras, tout en service. Quand j'ai découvert que le système était opérationnel et qu'on avait des enregistrements, j'étais fou de joie, parce que ces vidéos allaient permettre de savoir qui était l'auteur des faits. On peut commencer plus tôt dans la soirée, vers 21h. C'est lui. La victime travaillait seule. Il travaillait de nuit. Sur la première vidéo, quand l'employé est derrière le comptoir, on voit qu'il est très cordial avec tous les clients, et qu'eux le sont également. Il se montre sympathique et serviable. Il se dirige vers l'arrière-boutique, vers la cuisine, là où l'incident a eu lieu. Et il semble calme, comme si rien ne s'était encore produit. C'est quoi ça? Reviens en arrière. Quelque chose attire son attention. Il est poursuivi jusqu'à cette pièce. Il essaie de fermer la porte derrière lui. Et à ce moment-là, l'agresseur repousse la porte. Il n'a aucune possibilité de se défendre. Il est poussé dans l'arrière-boutique où cette caméra n'a pas de visibilité. C'est à ce moment-là qu'on a changé de caméra. On voit la victime envoyer valser le pistolet. Et ensuite, l'agresseur sort un couteau. Et il l'attaque avec ce couteau. La victime est poignardée à plusieurs reprises. On lui met du gros scotch sur le visage. Il scotche sa bouche pour l'empêcher de crier.
Le suspect s'accroupit et reste là, à regarder. On dirait qu'il observe sa proie. On voit qu'à un moment, le suspect tente d'étouffer M. Chaudhary. Il essaie d'accélérer le processus. C'est brutal, c'est d'une brutalité absolue. C'était très froid et calculé, de rester là à attendre, d'étouffer quelqu'un et d'appuyer sur sa poitrine pour que le cœur pompe davantage de sang. C'était totalement inutile. La victime était déjà en train de mourir. Rien de tout ça n'était nécessaire. C'était vraiment horrible à regarder. Je me suis demandé, qui pourrait faire ça? Les enquêteurs visionnent de nouveau les images afin d'observer le suspect de plus près. Il avait un sweat blanc avec une capuche resserrée autour de son visage. Et il portait des lunettes de soleil. Donc impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Regardons s'il y a quelqu'un devant. Pendant que l'incident se déroule, des clients entrent dans le magasin pour faire des achats. Ils déposent des articles sur le comptoir. On voit que le client attend et on peut penser qu'il a entendu quelque chose et qu'il essaie de savoir ce qui se passe. Il s'approche de la porte. Puis il retourne à l'avant du magasin pour payer ses achats. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Le suspect se dirige vers la caisse. Et à un moment, il y a un dialogue entre le suspect et le client. À mon avis, le suspect se fait passer pour un employé et demande au client de s'en aller. En voyant ça et en sachant la brutalité de l'agression, c'était un choc qu'il ne soit rien arrivé à cette personne et qu'elle ait pu s'en sortir indemne. Bon, je vais devant voir si quelqu'un peut nous aider. Oui. On a interrogé les amis et les patrons de DK pour découvrir sa personnalité et savoir s'il avait des ennemis. Bonjour. Ou des ennuis avec une personne qui aurait pu vouloir le tuer. Mais ce n'était pas le cas. C'était donc un crime entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, ce qui rend la traque du tueur beaucoup plus compliquée. C'était une attaque très violente. Et il fallait retrouver le suspect rapidement, car il allait récidiver. J'étais chez moi. Je me rappelle avoir regardé mon téléphone et j'avais des textos, des messages vocaux, des appels manqués. Tout le monde essayait de me contacter. J'ai rappelé et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe au magasin ?»« J'ai eu ton message. Qu'est-ce qui se passe ?» Quand j'ai appris que DK avait été assassiné, je me suis sentie vide, comme si j'avais perdu mon meilleur ami, comme si on avait tué mon frère. Je ne l'ai pas cru au début. J'arrivais pas à me dire qu'il était mort. J'avais l'impression que c'était un rêve et que j'allais me réveiller. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un était entré dans le magasin et avait fait ça. Les enquêteurs continuent de visionner les images de vidéosurveillance pour découvrir ce que le suspect a fait par la suite. Une fois que les clients ont eu quitté le magasin, il n'y avait plus personne, hormis la victime et le suspect. Le suspect s'est dirigé vers la caisse. Il a vidé la caisse. Zoom.
On dirait qu'il porte des gants. Il prend les billets de loterie. On voit le suspect avec les billets de loterie qu'il vient de voler. Il retourne dans l'arrière-boutique où M. Chaudhary est allongé et il met son butin dans le sac en toile noire qu'il avait apporté. Le suspect met le sac sur son épaule, sort de la pièce et quitte le magasin sans se retourner. Une fois qu'il passe la porte, les caméras intérieures ne sont plus utiles. On passe aux caméras extérieures. Je passe à une caméra extérieure qui filme le côté gauche du magasin. On voit le suspect marcher en diagonale vers la route, s'éloigner du magasin plutôt en direction de l'est. Pas de voiture, il se déplace à pied, ce qui ne nous permet pas de lancer un avis de recherche pour un véhicule. Sans véhicule, on ne sait pas qui est cet individu. À ce moment-là, on ne dispose d'aucune information nous permettant de demander à la population d'aider à identifier et à localiser le suspect. Et c'est extrêmement frustrant. Voyons voir quand le suspect est entré. On a commencé à visionner les images pour essayer d'apercevoir le suspect entrer dans le magasin. C'était comme regarder le film à l'envers, en quelque sorte. On regarde la vidéo. On n'a toujours personne qui entre dans le magasin avec un sweat à capuche blanc. Mais on a un individu qui porte une veste noire et un sac en toile noire. Il a le même sac que le suspect. Personne d'autre n'était entré avec un sac noir. Tout ce qu'on avait, c'était l'individu avec la veste noire et le sac noir qui était entré et s'était dirigé vers les toilettes. Le client au sac noir disparaît dans les toilettes, où aucune caméra ne se trouve. C'était quoi ça? Remets. C'est lui. Et c'est précisément du même endroit que le suspect sort avec un pull à capuche blanc et un sac noir avant de commettre le crime. On a visionné énormément de vidéos pour voir si on n'était pas passé à côté de quelque chose. Il nous faut un meilleur angle. Passe à la caméra de l'entrée. Je recherche l'autre image. C'est lui, ça ne fait aucun doute. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait les vidéos du tueur en train d'entrer dans le magasin, puis d'aller dans les toilettes où il avait changé de vêtements pour tenter de se camoufler. Ça a marqué un vrai tournant. Les policiers étendent leurs recherches à l'extérieur du magasin afin de trouver d'autres caméras de surveillance. Je me trouvais sur le parking du Kenku. J'ai regardé de l'autre côté de la route et j'ai vu la supérette Kangaroo. Grâce à des affaires sur lesquelles j'avais travaillé précédemment, je savais qu'une de leurs caméras filmait la devanture du Kenku. Il nous fallait une copie de cette vidéo. Ça nous laissait une chance de plus de découvrir dans quelle direction le tueur était parti. Je voudrais faire une demande de mandat pour des images de vidéosurveillance de la nuit dernière. Cette caméra de la supérette Kangaroo qui se trouvait face au Kenku pourrait nous permettre d'élucider l'affaire. Un technicien en identification criminelle du comté de Whitfield passe au peigne fin l'arrière-boutique où Dickey a été assassiné. Il a d'abord pris des photos et des mesures des éléments de preuve et il les a notés.
Le technicien en identification criminelle a baissé les yeux et sous la friteuse, il y avait un objet. Donc il s'est approché et il a pris une photo. C'était un téléphone. Il avait probablement été projeté là pendant la bagarre entre la victime et l'agresseur. On s'est dit qu'il devait appartenir soit à la victime, soit à l'agresseur. C'était une pièce à conviction très intéressante parce qu'on savait qu'on allait pouvoir effectuer des prélèvements sur le téléphone et obtenir l'identité de son propriétaire. La vidéo de la supérette m'a été envoyée au bureau du shérif. On aperçoit la supérette Kankou au loin. Le lieutenant Guay tente de repérer le suspect en train de fuir la scène de crime. Sur les vidéos, on voit de nombreux véhicules se garer puis repartir. Je ne vois pas notre suspect. Rembobine jusqu'à 21h. Les policiers tentent d'apercevoir le suspect lors de son arrivée sur les lieux. Un véhicule s'arrête à une pompe à essence. Un individu sort du véhicule avec le même sweat à capuche blanc que celui que portait le suspect lorsqu'il était sorti des toilettes avant de commettre le crime. Change de caméra. La personne entre dans le magasin. C'est la première fois qu'on voit vraiment notre suspect potentiel. Prépose, zoom. On voit les cheveux blonds bouclés. Et c'est là qu'on se dit, c'est pas vrai. Pendant tout ce temps, on pensait que c'était un homme qui avait commis ce crime. Mais en fait, c'était une femme. On a une image très nette de notre suspecte sans aucun camouflage, ce qui fait faire un pas de géant à notre enquête. Elle n'a pas pris la peine de dissimuler son identité à la station-service située pile en face du lieu du crime, pensant sans doute que personne n'enquêterait plus loin que la supérette où elle avait tué sa victime. Sachant maintenant que le suspect est une femme, les enquêteurs regardent à nouveau les images de vidéosurveillance du Kankou. On a de nouveau regardé la vidéo pour voir si on n'avait pas manqué quelque chose. On a fait un ralenti sur la personne qui était entrée avec le sweat à capuche noire. Quand elle se dirige vers les toilettes avec sa veste ouverte, on dirait qu'elle ne portait pas de t-shirt. Pause, zoom là-dessus. Est-ce qu'elle porte un t-shirt couleur chair? On pense encore qu'il peut s'agir d'un homme. C'est ce que je crois. On aperçoit ce qui peut faire penser à un sein, mais assez indistinctement. On a pu affirmer que c'était le corps d'une femme. On ne s'attend pas à ce qu'une femme commette un crime aussi brutal que celui qu'on a vu sur la vidéo. On aurait perdu un temps fou à chercher un homme alors qu'il s'agissait d'une femme. Les enquêteurs retournent aux images de la supérette Kangaroo afin d'épier les faits et gestes de la suspecte. Après un moment, elle remonte dans son véhicule. On obtient alors la première description du véhicule, la première ébauche de piste concernant la voiture, qui est une Kia Soul de couleur verte. Mais sur pause, zoom sur la plaque. On n'a pas obtenu de photos exploitables de la plaque d'immatriculation, mais on a pu déterminer le modèle de la voiture. On a diffusé l'information au plus vite pour éviter à d'autres agences de se retrouver avec des crimes similaires. Relance la vidéo. Elle se dirige dans la même direction que celle prise par notre suspecte après le meurtre. Sa voiture n'apparaît pas sur la vidéosurveillance de la station-service Kankou. Elle semble donc s'être garée plus loin pour finir le trajet à pied et éviter d'être identifiée grâce à sa voiture. Les enquêteurs interrogent alors Charles Bronson, le client ayant interagi avec la suspecte après l'assassinat. Il se fait connaître de la police après avoir eu connaissance du meurtre.
Je suis allé chercher un soda et un paquet de chips. Un paquet de chips? Ouais, je les ai posés sur le comptoir. Avec ma carte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on n'est pas ouvert. C'est ce qu'elle a dit? Ouais. J'ai fait, vous n'êtes pas ouvert? Je reprends ma carte bleue alors. Elle a dit, moi pas avoir votre carte bleue. Elle parlait comme une fille du Moyen-Orient, mais j'étais pas dupe. Elle a modifié sa voix lorsqu'elle a demandé aux témoins et aux clients de partir. Elle s'est exprimée dans un anglais approximatif, avec un accent pour tenter de les embrouiller. On avait une grosse pression sur les épaules. Il fallait retrouver la meurtrière et la traduire en justice. La population locale était sous le choc à l'annonce du meurtre, surtout parce qu'il n'avait été suivi d'aucune arrestation. Tous nos clients réguliers étaient choqués, parce que ce n'est pas quelque chose de fréquent par ici. Les gens ne rentrent pas dans des supérettes dans le but de tuer le vendeur et de voler quelques dollars et des billets de loterie. De nombreuses personnes ayant connu M. Chaudhary passaient la porte, parlaient aux employés, présentaient leurs condoléances et exprimaient leur regret qu'un tel drame se soit produit. Il y avait beaucoup de sollicitude à l'égard de sa famille et de ses amis. L'un des techniciens en identification criminelle du comté de Whitfield était fou de joie. Il avait réussi à débloquer le téléphone et à y accéder. En regardant les photos, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le téléphone de la victime. Il n'y avait pas de photo de lui ni du magasin, par exemple. On s'est aperçu en regardant les images de vidéosurveillance que la personne sur les photos était la même que celle dans le magasin. Ils ont alors compris qu'il tenait le téléphone de la suspecte. Grâce à ces données d'identification et ses comptes sur les réseaux sociaux, on avait davantage de photos à comparer aux vidéos. Elle s'appelle Sky Mims. À présent, on sait qui est l'auteur des faits, et c'est une avancée majeure. Sky Mims avait un casier judiciaire vierge. Elle avait fêté son 21e anniversaire quelques jours avant le meurtre. On a découvert qu'elle était très présente sur les réseaux sociaux, comparée à la normale. On s'est aperçu qu'elle n'avait pas un profil criminel habituel. Il s'agissait d'une jeune femme qui avait quitté Détroit pour tenter de percer dans le milieu du hip-hop et du rap à Atlanta. C'était son objectif, et c'est pour cette raison qu'elle se trouvait dans l'État de Géorgie. Quoi de neuf? Moi, c'est Yoskai. Et j'aimerais savoir si je peux devenir votre obsession. Les enquêteurs tentent de localiser Sky Mims à l'aide de leur base de données. Il y a une adresse? Rien en Géorgie. On a diffusé la photo de Sky Mims dans les médias, dans les régions d'Atlanta et de Dalton. Il fallait prévenir la population de la dangerosité de cette personne. Si elle avait commis un crime, elle allait recommencer. Donc on devait la trouver, et rapidement. Un mardi après-midi, on nous a informé par téléphone que Sky Mims se trouvait dans une maison du comté de Bartow, dans l'État de Géorgie, à 30-45 minutes au sud de Dalton. On contacte immédiatement les marshals. Le service des marshals des États-Unis, en particulier les divisions de la Géorgie, du Nord-Ouest et de la région d'Atlanta, excellent dans la traque de fugitifs. On a de très bonnes relations avec eux. Donc on leur a délégué cette partie de l'enquête pour qu'ils puissent trouver Sky Mims et nous l'amener. Le marshal Chip Hatchley
rejoint le groupe d'intervention chargé de localiser et d'arrêter Sky Mims. Dès que j'ai été appelé en renfort, j'ai contacté l'agent en charge de l'affaire qui m'a expliqué ce dont il avait besoin. On les avait informés que Mademoiselle Mims se trouvait dans cette maison et ils avaient déjà mis en place la surveillance. Ils avaient localisé un véhicule. Ils ont transmis l'information aux agents du bureau d'enquête de l'État de Géorgie et au bureau du shérif du comté de Whitfield. En discutant avec eux, ils ont pu vérifier que ce véhicule correspondait à la description de celui que Sky Mims conduisait le soir de l'incident. Oui, une Kia Soul verte. C'est bien ça. L'analyse de la plaque d'immatriculation révèle que la voiture a été volée par une personne correspondant à la description de Sky Mims. En entrant la plaque d'immatriculation, on a découvert qu'il s'agissait d'une Kia Soul volée dans le Michigan. Donc j'ai contacté le Michigan pour avoir une copie du rapport de police. Vous avez des informations sur le voleur de la voiture? Aux alentours du mois de juin, dans le Michigan, alors que la victime avait laissé tourner le moteur de son véhicule, il a vu un individu blond, grand et à la peau claire, un homme selon lui, partir avec sa voiture. Merci. Après avoir vécu un moment dans sa voiture, elle s'était installée dans l'État de Géorgie, chez son ami résidant dans le comté de Bartow. C'est là qu'elle vivait jusqu'à son arrestation. Le véhicule a quitté le domicile et on a procédé à un contrôle à un feu rouge. Le conducteur a identifié Sky Mims et a indiqué qu'elle se trouvait dans la maison. Alors que la Kia Soul est saisie comme pièce à conviction, les marshals s'approchent de la maison. Dans les suites immédiates d'un crime, les assaillants continuent fréquemment de se montrer violents. Donc ça posait problème. On ne savait pas comment elle allait réagir en se retrouvant face à nous. À notre arrivée, la porte était ouverte. J'ai essayé de faire sortir la suspecte. J'ai frappé et j'ai dit police. Police, sortez, les mains en l'air! Aucune réponse. J'appréhendais énormément. On est toujours anxieux quand on est confronté à des cas comme celui-ci, mais il faut rester calme. Une fois entré, j'ai aperçu un escalier face à moi qui se prolongeait sur ma droite. Je suis resté à cet endroit-là pour que les membres de mon équipe puissent fouiller le rez-de-chaussée de la maison. Et tout en gardant les yeux rivés sur l'escalier, j'ai appelé Sky. Sortez de là et montrez-nous vos mains! Aucune réaction pendant un petit moment. Et d'un coup, elle s'est montrée. Mademoiselle Mims était entièrement nue avec une seule main en évidence. Et elle hurlait. Tuez-moi! Allez, tuez-moi! Elle voulait nous faire croire qu'elle était armée et qu'elle allait s'en prendre à nous. Elle voulait qu'on la tue. Montrez-moi votre deuxième main. Sky Mims se trouvait dans une situation totalement désespérée. Elle savait qu'elle avait commis un meurtre et qu'elle allait devoir en assumer les conséquences. Montrez-nous vos mains et descendez. Elle m'a montré son autre main. Elle a commencé à descendre les escaliers, puis elle a été appréhendée. On l'a enveloppée dans un drap. Ça me fait toujours froid dans le dos d'arrêter une personne suspectée de meurtre. C'est un crime inhumain. C'est le seul qualificatif qui me vient. Sky Mims n'a éprouvé aucun remords. Elle était en colère qu'on soit là et qu'elle soit forcée d'assumer les conséquences de ses actes. Sky Mims a été placée à l'arrière d'une voiture de patrouille et emmenée au bureau du shérif du comté de Bartow. Jérémy? J'écoute. Elle est en train de faire quelque chose. D'accord. Vous m'entendez? Reste dans cette voie. Elle a enlevé ses menottes. Garde-toi. Si vous voulez, je peux les remettre. Elle avait réussi à enlever ses menottes et elle les avait montrées à l'agent. Donc ils avaient dû s'arrêter à nouveau. Vous allez rester assise et mettre vos mains dans le dos. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, quand j'ouvrirai la porte, je vous taserai. Vous comprenez?
On ne veut pas se battre avec vous. C'est déjà fait. La guerre a déjà commencé. Mettez vos mains dans le dos. Si tu veux. Ne faites pas un geste, c'est compris? Il l'a repositionné, lui a remis les menottes et l'a rattaché dans le véhicule. Pour information, elle est de nouveau menottée. Et si je vous attaquais? Vous me tireriez dans la tête? Je préfère mourir. Elle répétait à l'agent qu'il fallait qu'il la tue. Vous auriez dû me tuer. J'aurais dû me défendre. Les billets de loterie qui avaient été volés dans le magasin après le meurtre ont été retrouvés dans la chambre qu'elle occupait. Ceux qui n'étaient pas gagnants se trouvaient dans la poubelle. Mais il y avait aussi un petit paquet de tickets gagnants qui avaient été attachés par un élastique. Les gains allaient d'un billet gratuit à de petites sommes d'argent. L'arme du crime avait été retrouvée dans sa voiture et les gants qu'elle portait lors de l'attaque avaient été découverts par terre devant la banquette arrière. Au départ, pendant le cambriolage, elle avait brandi un pistolet que la victime avait rapidement éjecté. Ce pistolet a également été retrouvé. Donc lors de la fouille du véhicule et de la maison, on a mis la main sur une quantité de preuves incroyables. Gants, couteaux et pistolets sont envoyés au laboratoire pour des prélèvements ADN. En 30 ans, c'est la seule affaire pour laquelle j'ai engagé des poursuites et où j'ai été invité aux funérailles de la victime. J'ai honoré cette invitation, je me suis rendu aux obsèques et il y avait un monde fou. C'était compliqué d'approcher et de le voir allongé là, en sachant que je ne pourrais plus lui parler. C'était rude. Il n'était pas né dans ce pays et n'avait pas grandi ici. Il ne vivait dans la région que depuis quelques mois, mais nous sommes une communauté d'immigrants, à de nombreux égards. Donc il y a eu beaucoup de soutien apporté à lui et sa famille. Après son arrestation, Sky Mims a été transféré dans la prison du comté de Whitfield à Dalton. Là, c'est quoi, une Kia? Elle est à vous? À quelqu'un d'autre? Vous l'avez empruntée? Vous êtes médium? Si je suis médium, non. Vous êtes sûr? Et vous? C'est ça. Sans commentaire. À la première question, elle a répondu sans commentaire et s'est mise à ricaner. Si vous avez d'autres questions, j'aimerais y répondre quand j'aurai un avocat. D'accord. Rien à ajouter. Mais vous, clairement, vous ne comprenez rien. Elle a mis fin à l'interrogatoire en demandant un avocat. C'était très frustrant pour nous, parce qu'on avait travaillé très dur sur cette affaire, qu'on avait placé la suspecte en détention rapidement après ce crime extrêmement brutal, et qu'on voulait vraiment des réponses. Mais elle refusait de nous en donner. Sky Mims est mise en examen pour le meurtre de D.K. Chaudhary. Son ADN est prélevé et envoyé au laboratoire, afin de le comparer aux gants et aux couteaux retrouvés dans la voiture. Du sang a été retrouvé sur la face externe des gants que Sky Mims portait lors du meurtre, et l'ADN correspondait à celui de la victime. L'analyse de la face interne des gants a mis en avant un ADN de contact correspondant à celui de Sky. On avait donc la preuve qu'elle avait porté ces gants. On a découvert le sang de la victime sur le couteau, et il contenait aussi l'ADN de Sky Mims. C'était un couteau très long, à lame fine. Il a pénétré le flanc de la victime et a sectionné son aorte, entraînant une hémorragie massive. Je ne pense pas qu'il aurait été possible de faire quoi que ce soit pour l'aider ou le sauver. C'était une blessure mortelle. La vidéosurveillance de la supérette Kangaroo révèle une dernière preuve contre Sky Mims. À la caisse, elle a utilisé sa propre carte bleue pour payer l'essence. Donc, grâce à cette vidéo et à l'horodatage, on a pu obtenir les relevés de compte qui ont permis de la relier à la carte. Ça s'est avéré très utile.
Le 29 mai 2014, un grand jury du comté de Whitfield inculpe Sky Mims de meurtre avec malveillance, de 4 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation, de 2 chefs d'accusation pour agression à main armée, de vol à main armée, de cambriolage, de possession d'un couteau lors de la perpétration d'un crime et d'introduction d'un bien volé sur le territoire de l'État. Pour toutes ces accusations, elle plaide non coupable. Ce qu'on a pu déterminer à partir des images de vidéosurveillance, c'est que Sky Mims était présente dans la supérette Kangaroo pendant un bref moment. À la fermeture du magasin, elle a traversé la route et s'est rendue dans la supérette Kangaroo. Elle est entrée. Sky Mims est entrée dans le magasin plus tôt dans la journée et a arpenté les allées. Elle s'est arrêtée devant les boissons fraîches. D'autres clients sont entrés. Elle a alors abandonné sa tentative et elle est ressortie. Grâce aux caméras présentes à l'extérieur, on a pu repérer Sky Mims en train de traîner. Elle s'assoit sur le bord d'un trottoir, à la limite de la zone filmée par la caméra. Elle patiente un long moment, elle regarde les clients entrer et sortir, et attend que le magasin se vide. Elle peut alors y retourner sans avoir à se préoccuper de personne, hormis Monsieur Chaudhary. Elle est entrée, elle est allée aux toilettes. Elle a troqué ses vêtements foncés pour une tenue plus claire. Très rapidement, quand la victime a eu le dos tourné, elle l'a poursuivi et l'a entraîné dans l'arrière-boutique où elle l'a poignardé. Ensuite, elle est allée vers la caisse, elle a pris l'argent et les billets de loterie, est ressortie comme si de rien n'était et a disparu. Le comportement de Sky Mims était choquant, car l'agression brutale et le meurtre violent qu'elle avait commis étaient prémédités. Je n'avais jamais vu, surtout en vidéo, un acte aussi cruel, sans aucune pitié ni remords. Les procureurs ont une théorie pour expliquer les motivations de Sky Mims. Sky Mims, 1 ou 2 jours avant le meurtre, avait acheté un billet de loterie. La récompense ultime vous garantissait un revenu de $500 par semaine, à vie. Elle était devenue obsédée par ce billet. Avec $500 par semaine jusqu'à la fin de ses jours, elle pourrait tenter de faire carrière dans l'art, dans la musique, dans le mannequinat, sans avoir à s'inquiéter de ses modestes revenus. Après avoir assassiné M. Chaudhary, la première chose qu'elle avait volée dans le magasin, c'était un rouleau quasi entier de tickets avec ses fameux $500 de gains par semaine. On les avait retrouvés par la suite dans sa voiture et dans la maison où elle était hébergée. Elle les avait grattés méthodiquement dans l'espoir de remporter le gros lot. Un renseignement fourni à la police vient faire la lumière sur les faits et gestes de Sky Mims les jours précédant le meurtre. En plus des 2 stations-service du comté de Whitfield, on a obtenu la vidéo d'une station-service dans le comté de Gordon, qui se trouve juste au sud. Sur ces images, on voit Sky Mims entrer dans le magasin et acheter un billet de loterie similaire à ceux qu'elle finira par voler à Whitfield. Elle a demandé à l'employé où était stocké l'argent. Ça s'est passé 2 jours avant le meurtre. Ça semble être à ce moment-là qu'elle commence à se dire qu'elle pourrait cambrioler ce genre de magasin. Et sur les images filmées à l'extérieur de cette station-service du comté de Gordon, on la voit dans la même voiture que celle présente lors de son arrestation et que celle de la vidéo de la supérette Kenku. En avril 2015, Sky Mims a été reconnu coupable de toutes les accusations par le jury et a été condamné à la perpétuité incompressible. La Cour suprême de l'État de Géorgie annulera la condamnation pour cambriolage 4 ans plus tard. J'étais ravie qu'elle ait enfin ce qu'elle mérite. Parce que lui ne méritait absolument pas ça.
En 17 ans de carrière en tant qu'inspecteur de police, c'est le seul homicide sur lequel j'ai travaillé qui ait été filmé. C'est rare, ça n'arrive jamais. Et donc, c'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Je me rappelle avoir regardé la vidéo et avoir crié « DK, défends-toi !» Mais en se débattant, il a permis